Oui, bonjour tout le monde. Merci Madame Charby d'avoir accepté cette invitation. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer à Paris quand justement nous avions été invités par l'ANCT. Donc, je tiens quand même du coup à en profiter pour dire que justement l'Agence nationale de cohésion territoriale qui pilote la question des territoires d'industrie, donc a bien labelliser notre territoire qui est avec les 5 autres EPC du Haut-Doubs comme étant un territoire d'industrie. Donc je rappelle le titre sous lequel du coup nous apparaissons désormais. Il est Alliance Précision et Luxe Doubs. Voilà, ça c'est le nom de notre territoire qui bien sûr montre la spécificité de nos filières, entre autres, des filières qui sont évidemment issues de notre histoire horlogère, mais qui a su largement développer un savoir-faire qui a trouvé aujourd'hui d'autres filières, comme par exemple les filières microtechniques, mais aussi les filières de biotechnologie, par exemple. Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très coordonné, puisque je viens de Châlons, où il a été annoncé par les ministres l'ensemble des territoires qui étaient reconnus en France. Et c'était important que nous puissions y être. J'y étais en compagnie de Cédric Baul et de Nathalie Auger, qui représente un binôme élu et industrie. Nathalie Auger, qui est quelqu'un qui représente une histoire sur notre territoire de l'industrie, puisque c'est une héritière, parce que ça fait, je crois, 3 ou 4 générations donc, de l'industrie métallurgique qui existe sur notre territoire. Et elle expliquait d'ailleurs que cette industrie, elle a toujours tenu, malgré le fait que parfois certains partaient dans des pays lointains, elle a toujours maintenu son activité sur notre territoire. Et c'est pour ça que c'est précieux aussi de savoir travailler avec des industriels qui sont ancrés dans un territoire, qui tiennent à leur territoire, qui ont une logique qui aujourd'hui montre son caractère extrêmement solide et visionnaire finalement. Donc voilà, il faut saluer que nous avons des industriels sur nos territoires qui sont extrêmement forts et visionnaires et avec lesquels nous travaillons main dans la main. Donc je vous remercie parce que c'est important, je trouvais essentiel que nos élus sur notre territoire puissent entendre finalement les politiques qui sont menées au niveau européen mais au niveau mondial, et que vous puissiez présenter justement ces politiques, parce que très souvent, finalement, depuis un travail de commune, etc., on peut se sentir éloigné de ces politiques alors qu'elles nous concernent tous. Donc, je vous propose de vous laisser la parole. Merci beaucoup, Madame Vigneault. Merci à tous pour votre accueil. Au même titre que vous aspirez à peut-être comparer vos territoires et savoir comment l'OCDE, qui est une organisation internationale, positionne les différents territoires, notamment en France. Nous, de notre côté, c'est vraiment très, très important de pouvoir avoir ce dialogue avec, le développement régional en pratique, les objectifs, les défis qui se posent aux décideurs locaux. Et donc, c'est une très grande opportunité de mon côté aussi. Je vous en remercie. Peut-être qu'on peut passer, il y a une présentation. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de transparents, de slides, comme je vais sûrement dire dans le jargon, parce que ça me vient malgré moi, même si je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'opportunité d'intervenir dans ma langue. Alors juste, oui, moi je m'appelle Claire Charby, je travaille à l'OCDE depuis une vingtaine d'années. Auparavant, j'étais prof dans le supérieur, je suis économiste. Et donc là, je m'occupe de l'attractivité régionale et de l'intégration des migrants dans un centre, une des directions principales de l'OCDE, qui met l'accent sur l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, qui inclut aussi le tourisme d'ailleurs. Et nous attachons beaucoup non seulement aux questions de développement régional, mais aussi aux questions de gouvernance pluriniveau, tous les enjeux de la décentralisation en pratique, et il y a beaucoup à dire en France. Donc peut-être qu'on peut passer au
Slide suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'OCDE? Pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est une organisation qui existe depuis plus de 60 ans, qui réunit aujourd'hui 37 pays dans le monde, la plupart des pays européens, mais pas tous, tous les pays d'Amérique du Nord, un certain nombre de pays en Amérique latine, et côté Asie-Pacifique, Australie, Corée, Japon. Donc, on travaille vraiment à l'échelle mondiale, même si effectivement une bonne partie de nos pays sont européens, nos pays membres, et qu'il y a une grande interaction, une grande comment dire, unité dans le travail que conduit la Commission européenne et que nous conduisons à l'OCDE, plus particulièrement d'ailleurs dans ce qui concerne le développement régional. Alors, comment ça marche à l'OCDE? Tous les pays, tous les gouvernements des pays membres sélectionnent pour chaque domaine de politique un représentant. Par exemple, un comité qui est très connu, c'est le comité de l'éducation, parce que ce sont eux qui fournissent les indicateurs PISA, vous savez, qui comparent les niveaux des élèves et des collégiens surtout dans le monde. Eh bien, pour chaque pays, quelqu'un, notamment en France, du ministère de l'Éducation, va représenter la France dans ce comité. Et ces comités se réunissent au moins 2 fois par an. C'est eux qui nous donnent notre programme de travail, c'est eux qui évaluent nos travaux. C'est-à-dire que si chaque fois qu'il y a une publication de l'OCDE, elle ne peut être publiée que si elle est validée par cet ensemble d'acteurs, ce qui donne un poids et ce qui donne aussi une valeur assez forte à la comparaison statistique. C'est un peu la marque de fabrique de l'OCDE. On ne s'appuie que sur des données, sur des évidences, sur du statistique, même si parfois ces données ont un caractère subjectif et pas forcément objectif. Il y a aussi des enquêtes d'opinion, par exemple. Dans le cadre de ces différents comités, il y en a un qui, lui, existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelle le Comité des politiques de développement régional. La France, par exemple, et vous venez de le rappeler, Madame la Présidente, est représentée par l'ANCT. Avant, c'était la grande filière, Datar, CGT, etc. Et aujourd'hui, l'ANCT. Dans d'autres pays, ça peut être le ministère de l'économie. Dans les pays de l'Est de l'Europe, souvent, ce sont les ministères typiquement du développement régional, ce sont eux qui gèrent les fonds européens, donc ils ont créé des ministères un petit peu à cet effet. Ce comité des politiques de développement régional s'intéresse et est alimenté par des groupes de travail qui s'intéressent plus particulièrement aux politiques de développement urbain, aux politiques de développement rural, aux indicateurs territoriaux, à la gouvernance pluriniveau. On a même une initiative sur la gouvernance de l'eau qui a été et qui reste un sujet très important. Donc, qu'est-ce que promeut ce comité? Il promeut quelque chose que vous venez de souligner, la nécessité, si on veut avoir des politiques efficaces, de les territorialiser et pas simplement de les alimenter d'une manière très top-down, décidée d'en haut et imposée en bas, mais bien au contraire en s'inspirant des pratiques et de l'expérience du terrain. Et l'OCDE n'est pas là pour dire il faut plus ou moins de décentralisation, mais en tout cas, il faut qu'elle fonctionne bien. Et pour ça, on a un certain nombre de principes et de bonnes pratiques à partager. Donc, juste là-dessus, mais je pense que j'y reviendrai dans ma conclusion, toutes les données que nous fournissons sont publiques. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à une région en particulier, vous cliquez sur votre région sur notre site et vous avez toutes les informations qu'on peut fournir sur cette région, notamment en matière de bien-être. Mais j'y reviendrai. Alors, on travaille avec la France, c'est un petit peu l'encadré à droite. On travaille avec la France beaucoup depuis longtemps. Un des derniers documents que nous avons produits concernait l'internationalisation et l'attractivité des régions françaises. Ce projet a continué avec beaucoup d'autres pays et régions et je vais en parler. On travaille aussi avec la France sur des études de cas dans l'industrialisation des territoires ruraux, notamment sur la politique des territoires d'industrie. On travaille avec la France sur beaucoup de sujets, y compris avec les villes. On a réalisé des études sur Aix-Marseille, sur d'autres métropoles. Je reviendrai là-dessus aussi, mais juste pour vous dire qu'il y a une relation assez forte et qui s'est nouée avec la France, qui est facilitée puisque le siège de l'OCDE est à Paris. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai tenté un exercice. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Certainement, peut-être plus qu'à moi qui ne suis pas familière de votre région. Quand je vous dis qu'on a des bases de données à l'OCDE, on a des bases de données sur des indicateurs territoriaux à différentes échelles. À l'échelle des régions, nous on appelle ça TL2, Territorial Level 2, c'est l'équivalent des notes de l'OCDE. On produit des données aussi à TL3 au niveau des départements, par exemple, français.
On a une base de données particulière sur les bassins métropolitains avec une méthodologie qui est d'ailleurs validée par Eurostat, dite des aires fonctionnelles urbaines. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, donc le cœur en rouge qui est la ville-centre de Besançon, le périmètre qui chevauche 3 départements, essentiellement du côté du Doubs, mais aussi Jura-Haute-Saône. Donc, c'est juste pour vous dire que toutes les données que nous proposons et qui vont concerner, par exemple, la métropole, le territoire métropolitain de Besançon, seront des données qui feront référence, en fait, à ce périmètre-là. C'est peut-être pas le périmètre administratif qui est le vôtre. Je vais prendre un exemple, par exemple, dans le cas de Paris, le périmètre du Grand Paris ne signifie rien d'un point de vue économique ou de bassin d'emploi ou de bassin de vie. La réalité, elle est plutôt proche de la région Île-de-France que du périmètre de ce qu'est le Grand Paris. Donc, j'avoue que je ne sais pas exactement quel est le périmètre administratif de votre communauté, mais voilà en tout cas la base sur laquelle nous travaillons. Si nous sommes amenés à travailler sur votre cas, voilà la base qui sera la nôtre. Alors, juste pour vous dire que l'OCDE, ça paraît très éloigné, mais vous voyez, on va vraiment au cœur des choses, puisque vous avez l'image, là, vous pouvez situer votre municipalité, est-ce que je suis dedans, je ne suis pas dedans, est-ce qu'ils ont bien tenu compte de tel ou tel aspect, est-ce qu'on n'est pas un peu trop proche de la métro de Dijon, enfin bref, tous ces éléments-là, vous les avez en tête, nous, on les a en tête quand on travaille aussi sur des politiques territorialisées. Alors, ce que je voudrais évoquer maintenant, j'ai choisi de panacher, si je puis dire, un peu les informations que je partagerai avec vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas ensuite à me poser des questions sur les domaines qui vous intéresseront le plus. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît, avec une faute d'orthographe. On a sorti ce qu'on appelle un Regional Outlook, les perspectives régionales de l'OCDE en 2023. Ce document est sorti il y a un mois. C'est vraiment la publication phare que nous réalisons tous les 2 ans et qui synthétise un petit peu l'état des lieux des disparités territoriales, comment on peut les expliquer, quelles perspectives, quelles conclusions on en tire. Ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que les inégalités territoriales perdurent, pas forcément à l'échelle des grandes régions, entre grandes régions, mais elles perdurent à l'échelle des territoires dits TL3 chez nous, ou en gros qu'on pourrait estimer entre départements, entre bassins d'emploi, avec une réalité territoriale plus intégrée, si je puis dire, qu'à l'échelle des très grandes régions, qui parfois couvrent beaucoup d'inégalités en interne. Donc je vais vous en donner quelques illustrations dans la slide suivante. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure un peu complexe? Vous avez 2 colonnes. Dans la première colonne figure le positionnement des pays en ce qui concerne la diminution des inégalités territoriales. C'est les pays qui ont vu les inégalités territoriales se réduire. Et par inégalité territoriale, j'entends bien inégalité non pas entre régions NUTS 2, mais entre régions, entre départements, pour prendre l'exemple de la France. C'est à cette échelle territoriale. Ce sont les pays qui ont vu leurs inégalités entre territoires de cette échelle-là se réduire, tandis qu'à droite, on voit les pays qui ont vu leur disparité territoriale en termes de revenus, en termes de PIB par tête, augmenter. Et c'est classé par tranche, si je puis dire. Il y a une première tranche, c'est la tranche des pays qui sont les pays riches, parmi les pays de l'OCDE, qui ont un revenu plus élevé que la moyenne du PIB par habitant des pays de l'OCDE. Et ce qu'on peut voir, c'est que la France figure à droite parmi les pays qui, bien que riches, dans un processus quand même de croissance comparatif par rapport à d'autres pays, se situe dans le groupe de ceux dont les inégalités territoriales de revenus ont augmenté dans les 20 dernières années. C'est le cas aussi du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis, Danemark, Belgique. De l'autre côté, en revanche, on voit des pays comme l'Autriche, la Finlande, qui ont un revenu aussi important, mais où les inégalités territoriales ont tendance à se réduire. C'est le cas en particulier de l'Allemagne. Vous avez dans la deuxième tranche les pays qui convergent, c'est-à-dire qui sont d'un revenu par habitant qui a progressé, qui se retrouvent aujourd'hui dans la moyenne de l'OCDE. Là aussi, il y a ceux qui, si je puis dire, s'en tirent bien avec des inégalités territoriales qui se réduisent en Nouvelle-Zélande, en Corée, en Lettonie, mais de l'autre côté,
on se retrouve avec des pays dont les inégalités territoriales augmentent, République tchèque, Hongrie, Pologne, voilà, beaucoup de pays dans l'Est de l'Europe. C'est-à-dire que la richesse, ce sont des pays qui se sont enrichis, qui convergent vers le revenu de l'OCDE, mais au prix de disparités territoriales qui s'accroissent. Et dans le bas du tableau, on retrouve les pays d'Europe du Sud, Grèce, Portugal, Espagne et Italie, avec malgré tout, pour la Grèce, le Portugal et l'Espagne, des inégalités territoriales qui s'abaissent, mais qui s'abaissent parfois pour de mauvaises raisons. C'est quand les territoires champions, comment dire, ne progressent pas aussi vite qu'avant. En Italie, c'est plutôt la pire situation, puisque non seulement les revenus d'ensemble décroissent par rapport à la moyenne de l'OCDE, mais en plus les inégalités territoriales s'accroissent. Donc, ces éléments-là sont importants en termes de revenus, mais ils couvrent des réalités territoriales sur lesquelles j'ai donné des signaux, mais sur lesquelles je vais donner quelques précisions maintenant dans le transparent suivant, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce transparent? On voit sur la gauche, on a positionné les territoires. Alors, la couleur bleue la plus foncée, c'est la position des territoires des grandes métropoles. En dessous, un peu en mauve, la métropolitaine moyenne. En vert, des territoires qui se situent près d'une zone fonctionnelle urbaine importante, de plus de 250 000 habitants. Et puis en jaune, c'est ceux qui sont éloignés de ces zones urbaines fonctionnelles. Comme vous le voyez, la plus forte croissance, et vous le savez, en 20 ans, échoua aux territoires très urbanisés, aux grandes métropoles. Et puis à chaque fois, un petit peu moins pour les territoires, plus on s'éloigne de ce cœur des villes, avec bien sûr en matière de croissance de PIB, pas de population à gauche, mais de PIB à droite. On voit fluctuer les aléas des crises, la crise 2008-2010, la crise Covid et le long tunnel de crise dans lequel on se situe aujourd'hui et sur lequel éventuellement on pourra revenir. Donc ces éléments-là, slide suivant s'il vous plaît, sont très importants. L'élément qui est important à noter, c'est que finalement la richesse d'un territoire, c'est sa densité, c'est sa population. Et ça entraîne un certain nombre d'autres défis, que ce soit en matière de congestion, d'environnement, mais la richesse économique est souvent associée à la densité démographique d'un territoire. Et tout ce qu'on peut voir, c'est que si la plupart des régions des pays de l'OCDE ont tendance et risquent de perdre en termes de projection à droite, vous voyez la projection 2020-2040, même les territoires très métropolitains sont amenés à perdre de la population. On est dans une situation de déclin démographique, plus ou moins marquée selon les pays, mais quand même la tendance est assez forte pour tous. Mais ça n'affecte pas de la même manière, c'est très asymétrique selon les types de territoires. Et celles qui, aujourd'hui, les régions qui perdent le moins d'habitants, qui vont en perdre le moins, sont les territoires métropolitains par rapport aux zones les plus remote, excusez-moi pour l'anglicisme, mais les plus éloignés de ces cœurs de ville. C'est un problème évident, parce que ça entraîne un certain nombre de coûts, d'opportunités. On crée moins, on innove moins, mais en plus, il y a des coûts en matière de dépenses publiques. Bien évidemment, une population vieillissante, des accès à un certain nombre de services qui doivent être modifiés, qui vont échoir, compte tenu de l'allocation des compétences, beaucoup aux collectivités territoriales. Ce que je voudrais dire, slide suivante, c'est que ces inégalités sont multidimensionnelles. C'est-à-dire, une fois qu'on sait qu'on est moins riche, on n'est pas seulement moins riche, on est moins bien doté sur tout un ensemble de dimensions. Sur la figure que vous voyez à l'écran, dans les touches de piano, la l'histogramme, vous avez les zones rurales. La France est à peu près le pays, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de lumière, c'est un pays qui est à peu près à la moyenne pour les territoires ruraux en matière de part d'adultes qui ont bénéficié d'une éducation de l'enseignement supérieur, qui ont bénéficié d'un diplôme de l'enseignement supérieur. On est en zone rurale à peu près à la moyenne de l'OCDE. Les points au-dessus désignent les villes, les villes en comparatif des zones rurales. Donc on voit tout de suite la moyenne de l'OCDE pour les villes est tout de suite beaucoup plus haute, et c'est le cas pour la plupart des pays, sauf peut-être pour la Grande-Bretagne, la Belgique, qui sont un petit peu des exceptions, où le niveau d'éducation en matière d'enseignement supérieur est à peu près le même en zone rurale ou en zone urbaine. Donc,
on a ces éléments-là pour l'éducation. Je ne les ai pas mis là dans la présentation. Je pourrais vous sortir le même type de données, d'écart en matière d'accès aux soins, qu'on estime par exemple par le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux. On sait bien que les territoires ruraux sont moins bien pourvus. Je pourrais vous montrer aussi le même type de résultats en matière de couverture à l'accès Internet au débit, avec des disparités fortes selon le type de territoire. Ça a des conséquences. La slide suivante, s'il vous plaît. Ça a des conséquences qui ne sont pas seulement économiques ou en termes d'accès aux services publics. Ça a des conséquences qu'on connaît bien en France et que l'OCDE appelle la géographie du mécontentement. C'est-à-dire que l'expression du mal-être, du mécontentement, l'insatisfaction vis-à-vis de l'action publique est elle aussi comment dire, conditionnée par la géographie. Il y a une géographie de ce mécontentement. On l'avait constaté avec les événements liés aux manifestations des Gilets jaunes en France, mais on a fait le même type de constat pour tous les votes dits populistes, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni avec le Brexit ou dans un certain nombre d'autres régions. Si on regarde par exemple ce tableau-là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la distance entre la région où on a le moins confiance dans l'État, c'est les institutions nationales. On a toujours plus confiance dans les institutions locales, hein. Mais là, on a la région dans laquelle on a le moins confiance dans les institutions nationales par rapport à la région dans laquelle on a le plus confiance dans les institutions nationales. Ce que vous pouvez voir, mais c'est un peu petit, je suis désolée, mais vous aurez bien sûr tous ces transparents après, sur ce tableau, c'est que la France se situe, c'est le 3e pays parmi lesquels on a le moins confiance. C'est-à-dire qu'on est les champions, moi je suis française aussi, comme vous l'entendez, hein, on est quand même les champions de la défiance vis-à-vis des institutions nationales. On est seulement doublé dans cette défiance par le Japon et puis par la Lettonie. Voilà. Et la particularité de la France, c'est qu'en gros, il n'y a pas finalement tellement de disparité dans cette défiance, puisque même dans la région où on a le plus confiance, le Grand Paris, on se situe à 35% de personnes qui ont confiance dans leur institution nationale. 25% dans la région où on a le moins confiance, qui est la région nord-est, pas très éloignée, juste donc au nord et à l'est de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est juste pour vous dire que si on ne traite pas ces problématiques de géographie du développement, eh ben, on se retrouve avec des problématiques de géographie du mécontentement, et pour les acteurs politiques, c'est vraiment un défi majeur parce que restaurer la confiance, c'est très compliqué. Et avec les changements climatiques, on va à nouveau accentuer le risque de susciter auprès de ceux qui ont besoin d'une voiture, auprès de ceux qui ne peuvent pas se loger parce que c'est trop cher dans les villes, à la périphérie des villes, on risque de susciter des mécontentements et des défiances encore plus accentuées, et donc une moins grande acceptabilité des politiques qui sont conduites, notamment pour lutter contre le climat. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a 5 actions prioritaires, je ne vais pas rentrer dans le détail, on fournit des tas d'exemples, le rapport est accessible. 5 actions prioritaires pour répondre à tous ces défis, pas une plus que les autres. Bien sûr, garantir l'accès équitable aux services publics et aux infrastructures, stimuler la productivité et la compétitivité, parce qu'il faut bien avoir quelque chose à partager, développer les compétences et les emplois de qualité dans les marchés locaux du travail. On doit améliorer la qualité des systèmes de gouvernance pluriniveau, donc chercher l'efficience, mais l'efficience, ça passe aussi par le dialogue, par le respect de l'expérience de l'autre. Renforcer les capacités des acteurs publics, que ce soit à l'échelle infranationale, mais aussi à l'échelle nationale. Voilà, donc je vais pas rentrer dans ces détails, il y a une recommandation. La recommandation de l'OCDE, c'est pas un document, comment dire, c'est pas une obligation, hein, c'est un conseil qu'on donne et où vous pouvez trouver beaucoup d'exemples. À propos d'exemples, j'ai choisi 2 axes, les slides suivants s'il vous plaît, pour illustrer des propositions de travail sur lesquelles notre comité et nous-mêmes avons travaillé pour répondre à ces défis qui affectent certains territoires plus que d'autres. L'un d'entre eux a été évoqué par Madame Vigneault à l'instant, c'est la question de l'industrialisation des territoires plutôt ruraux, où nous avions travaillé sur les territoires d'industrie.
L'autre concerne la nécessité de repenser l'attractivité régionale et l'attractivité territoriale. Alors, je vais brosser assez vite sur ces aspects-là et je serai à votre disposition si vous avez des questions. Slide suivante. Bon, alors pourquoi ah ben zut alors, ça marche pas. Donc, je ne sais pas si vous pouvez avancer dans les slides jusqu'à ce qu'ils soient complets. Voilà, j'ai horreur de ces trucs progressifs. Donc, autant tout avoir sur l'écran directement. 45% des emplois manufacturés sont situés dans les régions rurales des pays de l'OCDE. Un euro sur 5 provient de l'industrie manufacturière. Donc, il y a une prise de conscience quand même que industrialiser, c'est pas vain. Et 75%, ce qui est important, c'est la résilience. 75% des régions rurales manufacturières en 2000 l'étaient toujours en 2017 dans la plupart des pays de l'OCDE. Or, c'est très important de mettre en place des politiques de réindustrialisation, mais c'est important de le faire en respectant un certain nombre de méga tendances, changement climatique, digitalisation, vieillissement de la population et bien sûr globalisation. Donc tous ces éléments-là nous ont conduit à travailler avec l'appui de la Commission européenne, slide suivante, sur 4 pays, l'Allemagne, l'Italie, la Slovénie et la France. Et dans le cas de la France, on a travaillé sur la politique des territoires d'industrie avec 2 territoires qui avaient été sélectionnés, l'un tout près de chez vous, dans le Haut-Jura, et l'autre un peu plus éloigné dans le sud-ouest, Gers, Tarn-et-Garonne, qui présentaient des défis différents. Et pour lesquels nous avons à la fois souligné un certain nombre de problématiques. L'une d'entre elles, la première, c'est la nécessité de maintenir sur le territoire les talents et d'avoir les bons talents pour les entreprises, donc un défi de recrutement et de montée en compétences et de maintenir le dialogue entre les différents acteurs qui participent à ce TI. Juste pour vous dire, le programme territoire d'industrie, il est compliqué à expliquer aux étrangers parce qu'il n'y a pas d'argent qui va avec. Il n'y a pas, c'est pas une incitation financière pour vous localiser sur un territoire. C'est plutôt un dispositif de facilitation, d'accompagnement pour choisir un territoire plutôt qu'un autre. C'est pas toujours évident. C'est à mon avis assez innovant. D'autres défis. Alors, je vais pas y revenir en détail, mais la nécessité de procéder à des évaluations, de renforcer l'ingénierie et l'animation. Et d'ailleurs, ce sont des principes qui ont été repris dans la relance, la nouvelle politique des territoires d'industrie qui vient d'être annoncée. Dernière politique que je voudrais évoquer maintenant, slide suivante, c'est sur la question des régions dans la mondialisation. En France, la mondialisation, on n'aime pas trop. Avant, on était un peu les seuls, mais maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu réfractaires, qui constatent que ça a apporté énormément de bien, fait sortir beaucoup de personnes de la pauvreté, mais en même temps accentué énormément de disparités. Et avant, c'était une préoccupation des personnes, maintenant c'est aussi une préoccupation des gouvernements. Et même au niveau de la Commission européenne, on cherche à relocaliser, à maintenir les actifs stratégiques sur le territoire européen. Dans le tunnel de crise qui est celui auquel nous sommes confrontés, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de la globalisation, on ne peut pas en sortir, hein. Et d'ailleurs, quand les gens disent qu'ils veulent s'en sortir, c'est jamais pour cesser d'exporter, c'est juste pour cesser d'importer. Donc, on veut absolument, on en a besoin, mais en même temps, il faut que ce soit corrélé et plus pertinent en matière de développement durable et inclusif. Alors, pour travailler sur ces sujets, on a mis en place une méthodologie nouvelle, c'est la slide suivante, qui repose justement sur cette fameuse multidimensionnalité que j'essaye d'évoquer depuis le début. Rendre un territoire attractif, c'est pas simplement fournir des incitations fiscales pour que les investisseurs étrangers s'y localisent et en partent dès que ça les intéresse plus. Rendre un territoire attractif, c'est attirer des investisseurs, mais d'abord attirer les talents, parce que si les talents n'y sont pas, les investisseurs viennent pas. Et il y a aussi des politiques vis-à-vis du tourisme, donc vis-à-vis des visiteurs, qui sont très importantes pour beaucoup de territoires. Vis-à-vis de ces groupes cibles, il y a différents leviers qui sont des facteurs d'attractivité. Nous, on a travaillé sur une base de données de plus de 50 indicateurs. On a comparé les différentes régions, notamment européennes. On a travaillé en particulier avec la France. Et on a retenu 6 dimensions principales qui relèvent de l'attractivité économique, de l'attrait, le fait d'avoir des aménités pour attirer les visiteurs, d'avoir des logements
disponible et du territoire, du foncier disponible pour les entreprises industrielles notamment, d'appuyer sur le bien-être des habitants parce qu'ils ne sont pas contents, ben, les autres n'auront pas envie de venir non plus, d'avoir une connectivité en matière d'infrastructure très performante, transport autant que digitalisation, et de plus en plus d'avoir une qualité environnementale certifiée, un bon environnement. Sur cette base-là, slide suivante, qu'est-ce qu'on a constaté? Ben, on a constaté que si on mélange tous ces ingrédients et qu'on essaye de comprendre quelles sont les causalités, pour faire bref, vous voulez attirer des investisseurs, il faut des bonnes infrastructures, mais il faut aussi des bonnes universités qualifiantes pour les compétences dont on a besoin. Et par infrastructure, j'entendais aussi bien Internet qu'infrastructure de transport. Si vous voulez, s'il faut attirer des talents, qu'est-ce qui va les attirer? Pareil, ils sont très sensibles à la qualité des infrastructures en matière d'Internet, à la diversité comment dire, de la population et en particulier des étudiants, des chercheurs locaux, mais ils sont sensibles à une dimension très importante, c'est la disponibilité de logements abordables. C'est d'ailleurs un problème que rencontrent les villes les plus championnes, c'est qu'elles sont tellement championnes que plus personne peut s'y loger, et donc on a du mal à recruter dans ces territoires-là. Pour attirer les visiteurs, c'est beaucoup plus diffus. Il faut des entreprises de services très actives, proactives, créatives. Il faut bien sûr des aménités culturelles, etc. Mais il faut, et c'est ça qui est important à souligner, de plus en plus une qualité environnementale. C'est-à-dire le paradoxe des visiteurs, des touristes, c'est qu'ils viennent, quelque part, ça détruit un peu l'environnement. S'ils viennent trop, ça le détruit complètement. Et s'ils viennent plus du tout, il n'y a pas de revenus économiques. Et donc, il s'agit de trouver le juste milieu et surtout les orienter, les diriger vers des territoires qui en reçoivent moins. Sur cette base-là, slide suivante, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je répondrai à vos questions. Nous proposons des boussoles d'attractivité régionale où sur chacune des dimensions que je viens d'évoquer, les régions peuvent se comparer non seulement vis-à-vis des autres régions de leur pays, mais vis-à-vis des régions européennes. Là, j'ai mis le cas de la région de Dublin, où on voit le paradoxe, une grande richesse en matière de dynamique d'innovation, dynamique du marché de l'emploi, mais le prix à payer pour ça, c'est un prix environnemental dégradé et des logements absolument pas abordables qui font que maintenant l'Irlande a décidé de continuer à travailler avec nous pour réviser toutes leurs prospectives en matière d'infrastructure pour les 30 prochaines années parce qu'ils veulent absolument que les investisseurs, les talents aillent ailleurs qu'à Dublin, que dans la capitale. On avait travaillé, slide suivante, avec la France et on avait travaillé de manière très détaillée en fournissant des outils. Alors tout ça est accessible aussi. J'ai simplement voulu ici vous donner une idée de la complexité pour revenir sur le thème de la gouvernance pluriniveau. J'ai le cas de la France parce que c'est celui que je connais, mais on pourrait bien sûr sortir des complexités similaires. On a mis là sur ce tableau le qui fait quoi ou quels sont les acteurs qui appuient les politiques de soutien à l'export. Et on a en haut le niveau ministériel, au milieu le niveau régional, en bas le niveau local. Il y a énormément d'acteurs. L'opération, la Team France Export a bien sûr facilité les choses. C'est pas forcément encore le cas pour la Team France Invest. Et alors, si on parle des politiques de tourisme, on a là beaucoup plus de complexité. Et on a d'ailleurs, slide suivante, s'il vous plaît, partagé des tas d'outils, de bonnes pratiques pour suivre en détail ces différentes politiques. Donc, pour conclure, vous pouvez passer cette slide, je crois que et celle-là aussi. Voilà, pour conclure, quelques suggestions, si je puis dire. Si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, n'hésitez pas. On a déjà travaillé, comme je vous le disais, avec des territoires notamment métropolitains en France. Là figure l'exemple de 2021 sur un dialogue avec la métropole d'Aix-Marseille. Slide suivante, on a travaillé, je sais que ça avait intéressé Madame Vigneault, avec une méga région du Nord, où à la fois la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne ont mis en commun leur stratégie pour développer de manière plus respectueuse de l'environnement leurs activités et de manière coordonnée aussi, notamment en matière de transport durable.
On sait très bien la proximité de votre territoire avec la Suisse et le fait que ce territoire, le vôtre, est vraiment un nœud en matière de réseau d'infrastructures. Donc, ça pourrait être intéressant. Dernière slide. Désolée, j'ai parlé trop et trop vite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, qu'il s'agisse de l'attractivité régionale. Par exemple, en ce moment, on travaille avec la Corse. On va sortir une étude de cas sur l'attractivité de la Corse, mais on travaille aussi avec d'autres régions du monde. Les finances locales, à chaque fois, vous pouvez cliquer, hein, sont des liens Internet. On a toute une base de données sur les finances locales, si vous voulez vous comparer, toute une base de données sur les indicateurs territoriaux, tous les exercices que nous conduisons sur les villes. On a une initiative sur les maires champions de l'OCDE pour la croissance inclusive et nous sommes très heureux que la maire de Besançon, ici présente, y figure. Et n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, si vous y avez de l'intérêt. Excusez-moi pour cette accélération finale et avec slide suivante, mes remerciements.